Bonsoir Jean-Pascal Perrin, merci de venir pour ce 5 à 7 sur la gouvernance de l'information. Pouvez-vous vous présenter rapidement et puis votre parcours dans le domaine de la gestion de l'information et de la gouvernance surtout? Jean-Pascal Perrin, alors pourquoi je suis aujourd'hui sur le sujet de la gouvernance de l'information? Alors j'ai une certaine expérience derrière, j'ai fait une quinzaine d'années dans le monde du service. J'ai travaillé dans des environnements où l'information collaborative était importante, j'ai travaillé dans des environnements où l'information en tant que donnée était importante, dans des environnements où l'information en tant que document était importante, donc des systèmes d'archivage par exemple. Au bout d'un moment, en fait, un constat est apparu autour de tous ces projets dans lesquels je travaillais, qui était de dire, OK, l'information est assez importante, qu'est-ce que l'on peut en faire, quelle solution peut répondre à un certain nombre de problématiques, mais il y avait toujours cette interrogation qui était de dire, si on remonte, quels sont les responsables autour de l'information qui peuvent nous aider, nous donner des réponses sur des problématiques que l'on se pose, et nous aider quelque part à mieux gérer cette information. Donc voilà, donc pour faire court, à travers toutes ces expériences, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qui pourrait être une solution à l'ensemble de ces questions qui permettent de donner des réponses justement à ces situations un peu difficiles qu'on peut rencontrer dans des projets de CM, dans des projets de Master Data Management, dans des projets collaboratifs. Voilà. Et la vue autour de la gouvernance de l'information, d'une instance de gouvernance de l'information, donc une entité, une organisation qui aurait une vue globale dans l'ensemble de l'organisation, une vue aussi bien sur l'information à risque que l'information pour être valorisée, pour apporter à l'innovation par exemple, me paraissait avoir du sens. Voilà. Donc à partir de là, j'ai créé un cabinet spécialisé sur ce type de sujet avec... Donc c'est un cabinet en organisation sur la gouvernance de l'information, avec très orienté vers des relations de mentorat avec mes clients, donc des relations de 1 à 1, c'est pas forcément du conseil. L'objectif du mentorat, c'est de dire à un client, vous avez un projet, et on va tout faire en sorte pour que ce projet se réalise et aille dans le bon sens. Voilà, avec des actions de formation. Et puis, j'ai mis en place un observatoire qui s'appelle Gouvinfo, qui est un observatoire qui est dédié à la gouvernance de l'information et dont l'objectif est de sonder un petit peu le marché, de voir un petit peu comment les gens réfléchissent à la gouvernance de l'information, comment ils la considèrent, quel est leur niveau de maturité sur ce point, quelles sont les tendances qui peuvent faire ressortir, et puis les mettre ensemble pour commencer à co-construire sur ce type de sujet. Nous avons le plaisir de nous présenter toutes les deux devant vous. Nous sommes Véronique Mesguich et moi-même, Anne-Marie Liebmann, coprésidente de la DBS. Ce schéma de coprésidence est une première dans l'histoire de la DBS. En 50 ans d'histoire, puisque la DBS a cette année 50 ans, c'est effectivement la première fois que la DBS a deux coprésidentes. Pourquoi ce schéma de coprésidence? Eh bien parce que Véronique Mesguich et moi-même, nous nous sommes rejointes sur un projet très fort pour l'association, qui est d'œuvrer pour le repositionnement de nos professionnels dans le monde de l'entreprise, privée et publique, d'aujourd'hui et de demain. Deux forces nous semblaient tout à fait nécessaires pour ce beau projet, et c'est pour cela que nous avons été élus, voilà, au service de nos adhérents et de nos professionnels. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau 5 à 7 consacré à la gouvernance de l'information. Nous sommes ravis d'accueillir nos deux intervenants, Arnaud Jules et Jean-Pascal Perrin, qui vont, Arnaud Jules vous présentera le nouveau numéro de la revue Documentalis Sciences de l'information, avec un dossier consacré à ce thème de la gouvernance de l'information, et Jean-Pascal Perrin présentera les résultats de son observatoire 2013 Gouvinfo. Juste avant, quelques mots sur... je ne vais peut-être pas vous présenter la DBS, je pense que tout le monde connaît. Juste quelques mots sur une cartographie que l'on vient de faire réaliser à l'occasion de Documation. Vous avez peut-être eu l'occasion d'en prendre connaissance sur notre stand à Documation. Si ce n'est pas le cas, vous avez quelques exemplaires ici. Cette cartographie a pour but justement de représenter la complexité des métiers, des fonctions, de cette grande fonction informatique
information, un peu comme il y a une fonction achat ou une fonction commerciale, cette fonction information qu'on a répartie en 7 familles, c'est un petit peu le jeu des 7 familles, donc qui vont de la gestion de ressources informationnelles classiques à la veille, en passant par la gestion des connaissances, l'architecture de l'information, la communication web, le records management, et j'en passe. Et chacune de ces familles recouvre plusieurs métiers. Et cette cartographie a pour objectif de présenter les interactions entre ces métiers et également les interactions que ces métiers présentent avec les grandes fonctions classiques de l'entreprise. Donc, on a voulu justement permettre aux professionnels que vous êtes, que nous sommes, de se positionner, c'est un petit peu le « vous êtes ici », sachant que les métiers deviennent de plus en plus composites, il y a une grande complexité, et notamment de la gouvernance de l'information qu'on va découvrir avec nos intervenants. Et on a voulu justement apporter un petit peu de clarté dans cette complexité et présenter ces interactions et cette cartographie. Je suis Arnaud Jules, je suis le directeur de la gestion et conservation de l'information pour le groupe français Télécom Orange. Donc, je vais faire un peu de teasing en avance de phase avant que le dossier avant que la revue soit disponible. Lorsqu'on a commencé à travailler en fait avec Loïc Lebigre et l'équipe de la DBS sur le dossier, la question de fond en fait qu'on s'est posée, c'était de se dire est-ce que la gouvernance de l'information, avec toutes ces acceptions possibles, est-ce que c'était maintenant? Voilà la question de départ, voilà le point de départ d'un sujet et de termes qu'on entend depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, l'idée, ça a été de faire à travers ce dossier, de faire une approche en 3 temps, en fait, un triptyque. Bien sûr, d'abord, comme vous pourrez le découvrir, d'abord revenir un peu sur le concept, les définitions de ce qu'est la gouvernance et à côté de ce qu'est la gouvernance de l'information lorsqu'on y adjoint les 2 termes. Bien sûr, on est face à quelque chose de très complexe, on l'a dit, on est face à quelque chose de très global, c'est une autre caractéristique. Et donc, même si on a une approche très globale ou qui se veut systémique, avec le plus de recul possible, quelles que soient les organisations et les entités dans lesquelles on peut travailler les uns ou les unes et les autres, l'idée, au-delà de ça, c'était de se dire quelles sont les applications concrètes, des exemples, des retours d'expérience et des cas qui fonctionnent aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le deuxième volet du triptyque pour ce dossier. Et puis la dernière partie, bien sûr, ce sont quelques éléments de méthodologie. Le comment. C'est bien joli de dire, on essaie de définir ce que c'est. On essaye de voir un peu ce qui fonctionne aujourd'hui. Et puis ensuite, on essaye d'aller un peu plus loin, concrètement. On essaie de désosser un peu la chose et de se dire voilà, quelles sont les méthodes, le comment, en tout cas quelques éclairages pour le faire. Et puis bien sûr la question ou le point corollaire, quel est le rôle, quelles sont les compétences et que peut-on apporter nous professionnels de l'information et de la documentation sur ce sujet. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, je ne vais pas bien sûr déflorer le sujet de Jean-Pascal Perrin. Jean-Pascal a beaucoup contribué au dossier également. Donc vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de concepts, d'expériences et de mots, de vocabulaire qui vont sûrement être utilisés ce soir. Voilà, donc je ne vais pas m'appesantir plus longtemps. Je vais laisser la parole à Jean-Pascal pour le développer. Quand j'étais étudiant, on s'amusait avec certains professeurs à noter les tics qu'ils avaient ou les termes qu'ils répétaient tout le temps. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui veulent s'amuser à noter gouvernance de l'information et nous donner le résultat à la fin, ça peut être assez rigolo. Donc c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Un petit numéro de claquette très rapidement. Donc je suis Jean-Pascal Perrin, blogueur. Je suis président d'un cabinet de conseil en organisation spécialisé sur la gouvernance de l'information, sur les aspects organisationnels. Et je suis aussi organisateur de l'Observatoire sur la gouvernance de l'information. Je fais des formations, du mentorat, j'ai un certain nombre d'outils que je propose à mes clients, le tout avec un modèle économique assez particulier, on en parlera dans le cadre de GouVinfo. Et les clients avec qui je travaille sont indépendamment des éditeurs de solutions. Je pense qu'il ne va pas nous embêter longtemps, lui. Voilà. Hop. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus, ce n'est pas le but du sujet, c'est simplement pour vous dire que je suis
J'ai plusieurs casquettes en fait. Donc là, je joue un petit peu avec la casquette blogueur. Alors voilà, il y a à peu près 150 slides. Je crois qu'on a 45 minutes, 1 heure pour les passer. Donc je vais aller très très vite. Est-ce que ça vous convient? Non? Alors, l'idée... non, c'est bon. Alors, je pense qu'en fait, plus je parle fort dans le micro, et plus ça va parler fort dans la caméra. Donc, mais je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors, cette présentation, en fait, c'est une présentation sous forme de menu. Donc, l'objectif, c'est vous faire un petit peu participer. Vous choisissez les différents sujets. Mais vu qu'on a quelques contraintes techniques, je me suis permis de choisir un petit peu à votre place sur certains ensembles de sujets. Et arrivé à un moment donné, vous me direz ce qui vous intéresse. Et pour ce faire, vous choisirez des couleurs. Alors, c'est peut-être un petit peu petit pour ceux qui sont derrière. On a sur la partie rouge, donc le plan de la conférence, sur la partie rouge, on a des mises en bouche. Donc, on va parler un petit peu des bases de ce que c'est que la gouvernance de l'information. On verra que gouvernance de l'information, ça peut vouloir dire énormément de choses. Et chacun voit un petit peu, ou a plus ou moins une définition en fonction de son domaine d'expertise. Ensuite, on a la partie verte qui concerne Gouvinfo. Donc, Gouvinfo, c'est quoi? Gouvernance de l'information. Donc, c'est une initiative. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les sujets qui sont couverts? Qu'est-ce qui ressort de cette organisation? Donc, ça, c'est la partie verte. La partie bleue, c'est ce qui est en jeu. Qu'est-ce que la gouvernance de l'information? Quels sont les fondamentaux? C'est qui? Comment on peut représenter humainement en fait, une gouvernance de l'information? Donc là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Et puis, il y a une partie bonus en jaune, construire des offres de services. La gouvernance de l'information, c'est un peu plus qu'un concept, c'est une démarche. Et derrière, autour de l'information, il y a ce qu'on appelle des utilisateurs. Ce sont des personnes un peu bizarres qu'on trouve un peu autour de nous. Et si on ne les intègre pas dans une démarche de gouvernance de l'information, on ne fait rien du tout. Donc c'est pour eux qu'on le fait. Donc comment est-ce qu'on peut se rapprocher de ces utilisateurs? Travailler le changement des projets de gouvernance de l'information, c'est plus de 80% de changement. Si vous avez des idées en termes de solutions techniques, ça ne va pas faire de miracle si vous n'êtes pas dans une logique de changement. Et puis calculer des ROI avec une approche un peu provocante, qui est de dire, voilà, on peut avoir des gains derrière une démarche de gouvernance de l'information. Ce que je me propose, c'est de faire la partie rouge d'abord. Vous réfléchissez un petit peu à ce qui peut vous intéresser. Ensuite, on pourra passer sur la partie verte ou la partie bleue, sachant que derrière la partie verte, il y a des résultats de l'Observatoire qui s'est terminé en novembre dernier et qui derrière a permis de créer un livre qui est sorti il y a quelques semaines. Ça vous va? Alors, définition. Donc, vous allez retrouver certains éléments qui se trouvent aussi dans le dossier de la DBS. Définition, une définition formelle. On a toujours besoin d'une définition académique. Beaucoup d'entre nous ont besoin de se raccrocher à des choses qui sont très formelles. Donc, c'est une définition formelle. La gouvernance de l'information est l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle du flux d'information d'une organisation. Vous prenez cette définition et vous pouvez l'appliquer à la gouvernance d'entreprise, la gouvernance documentaire, la gouvernance des données, la gouvernance projet, la gouvernance du système d'information, ça marchera. La seule différence, c'est l'ensemble de mots flux information. Donc on le verra un petit peu par la suite. Donc ça, c'est une définition. J'aime pas trop ce qui est formel. Donc je vous propose une définition visuelle. Donc gouvernance de l'information. Derrière gouvernance, on a peut-être du mal à imaginer ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça veut dire gouvernance? C'est un petit peu un mot fourre-tout. C'est bizarre, hein, gouverner, on ne sait pas trop. Alors une chose est sûre, ça ne veut pas dire gestion. On ne parle pas de gestion d'information. On ne parle pas de management de l'information et on ne parle pas de pilotage de l'information. On parle vraiment de gouvernance. On est à un niveau exécutif quand on parle de gouvernance. Quand on entend gouvernance, on entend un peu un gouvernail. D'accord? Un bateau, ça se gouverne. On utilise un gouvernail pour aller à tribord, à bâbord. On a un objectif. La gouvernance, c'est un petit peu ça. Il y a une équipe, il y a un capitaine, il y a un second. Il y a des systèmes autour. Hein, il y a l'océan, il y a la tempête, le vent. Donc on est un petit peu dans ce type d'environnement. Quand on parle de bateau, ça peut vite devenir une galère. D'accord? Donc on est aussi dans cette considération. Et puis quand on parle de gouvernail, on peut imaginer un avion. Ce qui est bien avec un avion, c'est que ça va en haut, en bas, à droite, à gauche. Et ce qui est très très bien avec un avion, c'est qu'on peut prendre de la hauteur sur les choses.
D'accord ? Donc on peut voir des trucs qui sont assez sympathiques, surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. Donc des petites îles, voilà, et un océan. Donc là, je fais un petit clin d'œil avec le livre de Gouvinfo qui s'appelle « Océan bleu ». Pourquoi c'est important et pourquoi j'appuie là-dessus? Ce n'est pas que pour m'amuser, c'est pour vous dire que la gouvernance de l'information nécessite que vous preniez du recul sur des situations. Vous n'arriverez jamais à faire la gouvernance de l'information si vous êtes dans un mode opérationnel, le nez dans le guidon, et si vous n'êtes pas capable de relever la tête. Alors l'information, pareil, hein. Donc c'est pas ça. Ça, c'est un type d'information. C'est pas non plus le fait de savoir que les Américains lancent leur première bombe atomique sur le Japon, c'est aussi de l'information. Mais en fait, ça concerne un petit peu tout ça. Donc vous avez Internet Explorer, Messenger, vous avez un certain nombre d'éléments comme des documents qui soient numériques, qui soient physiques, de la donnée, de base de données, tout ce qui échange sur les réseaux sociaux. L'information, c'est un petit peu tout ça. La gouvernance de l'information va s'occuper de tout ce type d'information, tout ce qui circule au sein d'une organisation. Donc tout ce qui peut être le flux information. Une définition culturelle. Hein. Donc tout à l'heure, on a entendu parler de systémique. Donc ça, c'est extrêmement important. On a parlé aussi de global et de vue d'ensemble. Donc j'aime beaucoup cette petite phrase, hein, c'est simplement complexe. Elle a été pas mal réutilisée, donc ça veut dire qu'elle sonne bien et elle donne vraiment un bon message. Je ne vais pas vous faire l'exemple de la différence entre la partie analytique. Il y a un exemple avec des bouchons, avec les feux, et on calcule un certain nombre de choses. On pourra en parler par la suite éventuellement. Mais vous voyez par exemple sur la gauche, vous avez un monsieur qui a l'air assez savant, hein, qui définit des équations assez complexes. Ce monsieur, il ne peut pas se tromper d'une virgule ou d'un dixième de décimale dans sa formule. S'il fait ça, il peut y avoir des choses dramatiques derrière. On est dans une réflexion et dans un mode de fonctionnement analytique. On formule quelque chose à l'aide d'une équation. Sur la partie droite, on a un système solaire. On n'arrive pas à comprendre pourquoi exactement il fonctionne. On sait qu'il y a de la gravité. On n'arrive pas à voir tous les détails de ce système solaire et après tout, on s'en fiche un peu. Parce qu'on sait qu'il y a une planète sur laquelle on habite et puis c'est fort sympathique. D'accord ? On est dans un raisonnement systémique. On raisonne par système. Si vous voulez faire de la gouvernance de l'information, que vous êtes dans un mode analytique, vous êtes mort. D'accord ? Ça revient à dire que 100% de l'information de votre organisation, vous voulez la maîtriser. C'est de la science-fiction. Vous ne pouvez pas. Donc, avoir une vue systémique, c'est considérer que subjectivement, vous avez 5% de maîtrise de l'information de votre organisation. Si vous passez à 6%, c'est géant. C'est très, très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, un facteur clé de succès est de raisonner de façon systémique. Alors, il y a des personnes qui sont construites intellectuellement sur un mode de fonctionnement analytique. Donc ça, c'est assez difficile. Je discute avec des personnes, et on voit, il y a des gens là, qui veulent formaliser par écrit tout, comprendre, avoir l'équation, la solution. Et c'est très difficile de parler de ce type de sujet avec des personnes comme ça qui ont du mal à le représenter, en fait. Elles ont besoin vraiment de le palper, de le toucher. Alors, ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions-réponses, s'il y a vraiment quelque chose qui vous interpelle, d'accord, vous n'en pouvez plus, vous avez vraiment besoin de poser la question, alors vous n'hésitez pas, vous levez la main et puis on en discute. Et puis sinon, on fera une séance de questions-réponses à la fin. A priori, c'est plutôt le son. Pardon ? A priori, c'est plutôt après, parce qu'il y a le micro, je te dis. Oui, à la fin, oui. Donc, deux petites mises en bouche. Alors, on parle quoi en termes de gouvernance de l'information ? Vous avez vu un petit bonhomme. Donc, ça représente un petit peu, on va dire, une organisation. On fait une analogie avec l'être humain. Vous avez un certain nombre de briques. Je pense souvent, vous voyez la gouvernance documentaire, souvent quand on parle de gouvernance de l'information, vous voyez ça, je pense. D'accord ? Vous vous dites qu'il y a des documents physiques, des documents numériques. Comment est-ce qu'on fait pour arranger un petit peu tout ça ? Ça, c'est un domaine d'expertise. Ce n'est pas de la gouvernance de l'information. Avec ce point de vue, ça n'en est pas. Quand je rencontre des personnes au niveau de l'IT, donc dans des DSI, et je parle de gouvernance de l'information, ils voient de la gouvernance des données. Des données qui se trouvent dans des bases de données. On parle de données de référence, master data management, on parle de qualité de données. D'accord ? Avec des data owners, des data stewards. Donc ils voient ça. La gouvernance de l'information, ce n'est pas du tout ça non plus. D'accord ? Système d'information, pareil, il y a beaucoup de gouvernance dans les systèmes d'information. Même si ça s'appelle système d'information, souvent les DSI traitent de systèmes techniques d'information. On est dans une dimension technique.
Voilà, vous avez la gouvernance d'entreprise. Donc ça, bon, je n'ai pas besoin d'en parler. Hein, alors, ça n'existe pas forcément dans toutes les organisations, mais on va dire les organes de décision ou les organes de régulation autour de l'ensemble de l'entreprise. Et puis, vous avez deux bras qui sont très importants, que sont la notion de processus métier et culture de l'organisation. Quand on parle de gouvernance de l'information, c'est très très important, parce que derrière processus, on parle de chaîne de valeur. Une organisation ne fonctionne que grâce à sa chaîne de valeur. C'est quoi une chaîne de valeur? C'est un enchaînement de processus. Qu'est-ce qui alimente un processus? De l'information. Vous ne maîtrisez pas votre information, vous ne maîtrisez pas vos processus. Vous ne maîtrisez pas vos processus, vous ne maîtrisez pas la chaîne de valeur. D'accord? C'est aussi basique que ça. La partie culture de l'organisation, donc j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Les opérations, les actions, les projets autour de l'information n'ont de sens que s'ils sont dirigés vers des utilisateurs. Si vous définissez une politique de conservation avec un référentiel de conservation et que ce sont des magnifiques documents, mais qui sont absolument inexploitables par les utilisateurs, tout votre travail, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ça ne sert à rien. D'accord ? Pareil, sur un système d'archivage, vous pouvez avoir un magnifique système d'archivage et avoir 0 client, client de ce système d'archivage. Je connais des clients qui pleurent parce qu'ils ont dépensé des millions à implémenter des outils de ce type et maintenant, ils sont obligés de se justifier et ils n'ont personne qui veut utiliser ces outils. Pourquoi? Ils ne sont peut-être pas posé la question, tout simplement parce que les gens s'en fichent. Dans une organisation, les gens ne sont pas là pour faire de l'archivage. Je vais en choquer certains d'entre vous. Ils sont là pour faire du business. D'accord? Ils sont là pour proposer des services, il ne faut pas l'oublier. Le système d'archivage a un vrai sens si c'est une déclinaison d'un certain nombre d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc la culture de l'organisation, elle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, on parle de ces fameuses générations Y, donc des générations de personnes qui arrivent à des postes de management et qui sont très matures et très à l'aise et très confortables avec l'information, beaucoup plus que d'anciennes générations. Ce sont des personnes qui sont exigeantes et qui n'acceptent plus ce que d'autres générations auraient éventuellement accepté. Ce sont des personnes qui vont aller sur des réseaux sociaux à l'extérieur de l'entreprise, qui vont utiliser la mobilité de façon très simple, et on ne peut plus adopter des méthodes traditionnelles, entre guillemets, vis-à-vis de ces personnes. Il faut s'adapter. Alors, on en parlait tout à l'heure, la gouvernance de l'information ou des actions autour de l'information, ça existe depuis la nuit des temps. Il me semble que les Égyptiens travaillaient avec des papyrus, je crois. Donc ils avaient des organisations autour de ça. Donc quelque part, ils faisaient de la gouvernance de l'information. C'était l'information documentaire ou l'information papyrus, mais ils faisaient quelque chose. Alors pourquoi aujourd'hui on en parle? Donc ce slide, il essaye de répondre un petit peu à ça. Donc c'est un ensemble de relations de cause à effet qui dit que on vit actuellement dans une société de consommation, donc qui maintenant c'est presque de la surconsommation. Donc depuis un certain temps, on est dans une logique industrielle qui est très forte, dans une logique financière aussi qui est très forte avec des cycles très courts. L'appareil industriel doit produire très vite, beaucoup, pour générer du cash. Et on arrive dans une logique où au bout d'un moment on sature, on n'en peut plus. Donc on est dans une culture de production et de consommation jetable. Ça c'est un point de vue. Un autre, il y a eu un certain nombre de conflits locaux, mondiaux, du terrorisme, des abus financiers. Donc le 11 septembre ne serait que ça, derrière qui a pu générer des réglementations de type le Patriot Act. Donc pareil, on est dans une logique où il y a beaucoup de choses qui se sont faites au niveau mondial. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des choses qui se font, que ce soit à niveau mondial ou à niveau local? L'être humain a une faculté à s'adapter ou à chercher une adaptation pour contrecarrer ou équilibrer cet environnement. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne des besoins de transparence et de développement durable et des réglementations contraignantes. Il y a eu des abus, il y a un équilibre qui se fait. À côté de ça, on rajoute des évolutions technologiques, le fameux 2.0, la mobilité, le web des objets, tous ces éléments qui font que la technologie, maintenant, c'est géant, on fait des choses fantastiques avec. Il y a 30 ans ou 40 ans, l'informatique n'était absolument pas démocratisée, donc c'est même pas une génération. Vous avez un phénomène de mondialisation, donc les frontières se sont estompées, etc. Tout ça, ça donne d'un côté des nouveaux usages et des comportements d'usage, de l'autre côté des nouvelles opportunités, de nouvelles menaces et des nouvelles cultures. Le tout donne des nouveaux silos d'information avec des nouvelles complexités de gestion, ça devient difficile de gérer l'information. Un changement qui est poussé par le bas, donc c'est un utilisateur qui fait plus ou moins la loi, entre guillemets, mais un utilisateur qui est averti, qui est exigeant. Il a envie d'utiliser un Google plus que s'adresser à un service de veille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'attendre. D'accord? Il veut tout de suite. Et il l'a par l'intermédiaire de Google. C'est pour ça que Google marche bien.
des nouveaux modes de management remettant en cause des modèles traditionnels hiérarchiques. Il y a une vague de réseaux sociaux d'entreprise qui prend petit à petit. Pourquoi? Parce que quelque part, les personnes ont envie de travailler dans une certaine dynamique. Le modèle hiérarchique a fait son temps. Alors, ce n'est pas complètement fini, mais il évolue en ce moment. Voilà. Tout ça, ça amène une nécessité de mieux maîtriser l'information et ses usages. Hier, on pouvait mettre des briques tout autour de l'organisation, puis couler une chape en béton, puis tout était protégé à l'intérieur, c'est super. Aujourd'hui, pareil, c'est de la science-fiction. Donc, comment on fait pour protéger cette information? Voilà. Donc, la gouvernance de l'information peut donner des réponses à ça. Alors, je vous parlais de Gouvinfo tout à l'heure. C'est un peu la danseuse, c'est un peu ma danseuse, entre guillemets. Donc, je donnerai plus de détails. Et ça a dû m'inspirer pour ce slide. Donc, c'est sur cette partie, une dernière vue. On a vu un petit peu le pentagone, là, le petit bonhomme, au niveau de la gouvernance de l'information. Donc ça résume un certain nombre d'éléments qui sont importants. L'information, quand on parle de gouvernance, si vraiment on veut adopter une démarche utile au sein d'une organisation, il faut considérer le content et la data, donc les données non structurées et les données structurées. Il ne faut pas faire de différenciation. Documents physiques, documents numériques et ce qui se trouve dans des bases de données. Il faut avoir une considération business et une considération risque. La gouvernance de l'information, ça n'est pas que de la gestion de risque. Pareil, j'ai créé ma société, ce n'est pas pour faire de la gestion de risque. Donc c'est pour faire du business, c'est pour me faire plaisir, c'est pour faire autre chose que gérer mes risques. D'ailleurs, je ne gère pas mes risques. Peut-être plus tard, je le ferai. Donc les organisations dans lesquelles vous travaillez, elles ne sont pas là pour faire de la gestion de risque. Donc il ne faut pas oublier cette partie cachée de l'iceberg qui est l'innovation, qui est le développement du collaboratif, qui fait en sorte qu'il y ait une dynamique de fonctionnement au sein de vos organisations grâce à l'information. À l'intérieur de l'organisation, il y a des règles, parce qu'il faut quand même des règles et c'est très important. Et puis il y a des usages, on en a un petit peu parlé, des tendances au niveau des boucles d'oreilles et puis un marché qui évolue tout le temps. Ce qui peut se passer aujourd'hui autour de l'information, dans 6 mois, ça bouge. Donc il faut suivre ces évolutions. On parle de BIOD, on parle de Bring Your Own Device, hein, donc la capacité que peuvent avoir les personnes d'amener leur outil personnel pour travailler avec l'entreprise. Il y a la même chose maintenant avec les services. On est dans le web des objets, donc il va y avoir des petites puces qui vont communiquer. Donc ça bouge très très vite. Voilà. Et qu'est-ce qui soutient tout ça? Des experts. Donc ça reste des slides conceptuels, mais ça pose quelques petites briques pour petit à petit commencer à les relier ensemble. Dernière partie du fameux trait rouge, la virgule rouge, mise en bouche chaude, donc pour mûrir le sujet Gouvinfo. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite parce que j'en parlerai ensuite. Gouvinfo, c'est une marque. Donc quand je me suis lancé il y a à peu près 3 ans sur ce sujet-là, donc j'ai commencé avec un blog et je vous la fais un peu court. Je me suis dit, OK, la gouvernance de l'information, j'en suis persuadé. Maintenant, le marché, est-ce qu'il en est persuadé? Est-ce qu'on n'est pas en avance de phase sur le marché? Et on l'était. On l'est encore maintenant, mais un peu moins. Donc, l'interrogation que je me suis faite, je me suis posé cette question de dire, OK, qu'en pense le marché? Est-ce que les points de vue que je peux avoir sont les bons? Et comment on peut les faire évoluer? Donc, je me suis dit, on va lancer une enquête. Petite enquête sur Internet, le truc simple. Voilà, donc on a lancé une enquête, j'ai lancé une enquête, je l'ai un peu habillée, il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été faites derrière, une communauté qui s'est ouverte, et puis derrière, au bout d'un moment, une fois que cette enquête s'est réalisée, donc c'était en 2010-2011, il y a eu un peu moins de 500 participants, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les gens aiment bien. Donc j'ai proposé à ces personnes de co-rédiger un livre. Donc je leur ai dit, voilà, moi j'ai envie de faire un livre, est-ce que vous voulez participer? Il y a une trentaine de personnes qui ont dit « OK, on fait ça ». Donc on a commencé à rédiger un livre qui a été le premier livre sur la gouvernance de l'information et qui a très bien marché. Il y a eu le premier mois 1500 téléchargements. Donc il y a eu une réponse du marché qui a dit « Oui, c'est un sujet qui nous intéresse, mais on ne trouve pas de réponse ». Alors, 2012, ça s'est réitéré, plus de 1200 participants. La communauté qui s'est créée, donc il y a un site, une sorte de réseau social qui s'est créé, donc les personnes ont rejoint. Alors elle n'est pas aussi active que je souhaiterais, mais on ne peut pas tout faire. Donc bref, l'année suivante, ça a très bien marché et il y a un livre blanc qui est sorti. On va voir certains résultats et c'est le fameux livre blanc Océan bleu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans lequel, donc c'est 175 pages, il y a eu, donc on a fait la même chose que 2011, mais cette fois-ci, j'ai demandé aux personnes, donnez-moi votre point de vue. Et donc, il y a 25 témoignages de personnes qui ont donné leur point de vue
sur des sujets qui sont leurs sujets d'expertise, le fameux tronc de la danseuse, mais derrière avec un fil conducteur qui est la gouvernance de l'information. La grande problématique autour de la gouvernance de l'information, c'est que ça fait appel à plusieurs silos d'expertise. Ça veut dire que si vous êtes un expert, le premier livre, entre parenthèses, s'appelait, il était basé sur une phrase d'Isaac Newton qui était de dire « les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Donc le message, c'était de dire « construisez des ponts entre des domaines d'expertise ». Quand on est un expert, c'est très bien, parce qu'on est un expert, on connaît bien son domaine. Par contre, on vit dans un silo. On ne sait pas ce qui se passe à côté. D'accord ? Or, la gouvernance de l'information, c'est prendre du recul sur une situation. Donc il faut sortir de son silo, c'est fatigant, et puis essayer de regarder ce que fait le voisin. Voilà. Donc le témoignage, l'idée était de dire justement, donnez vos points de vue en tant qu'expert, et essayons de relier un petit peu tout ça. Voilà. Bon, j'accélère, appuyé par des mécènes, ce n'est pas vraiment des mécènes, c'est des sponsors. Donc il y avait IBM, RSD et Verial. Le premier, c'était 150 jours hommes de travail, le premier observatoire. Le deuxième, c'était 100 jours hommes. L'initiative, elle est gratuite. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même que je gagne un peu de sous. Donc voilà, donc on a fait un montage pour essayer d'utiliser intelligemment les budgets marketing des éditeurs de solutions, qui ont beaucoup de budget marketing, et faire en sorte que ce soit utile pour l'ensemble de la communauté. Des partenaires associatifs, donc la DBS, bien sûr, nous a soutenus. Donc bon, là, la démarche était complètement gracieuse, qui nous ont appuyés, le GF2I, la Proged et puis le GCIC. Et des partenaires start-up, donc c'est des personnes que j'ai rencontrées qui lançaient leur structure. Donc je leur ai dit, venez vous amuser avec ce terrain d'opportunité. Et donc ils ont participé, ils ont apporté une valeur ajoutée. Ça, c'est très important parce que c'est ce que va devenir derrière Gouvinfo. Gouvinfo va évoluer, il va devenir une coopérative. Donc il y a tout un projet derrière. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu. Les fondamentaux donc, sont... Quand j'ai créé le cabinet 3 orgues, j'ai eu envie de faire différemment de ce que je faisais avant. J'ai travaillé chez Capgemini, j'ai fait différents cabinets de conseil. Au bout d'un moment, ça m'a un peu... voilà, je me suis dit, tiens, je vais me lancer, je vais me faire plaisir, je vais faire quelque chose d'autre. Donc j'ai défini des fondamentaux qui sont des fondamentaux contraignants pour le cabinet 3 orgues et pour Gouvinfo, et sur lesquels l'évolution de Gouvinfo va s'appuyer. Donc c'est la notion de durabilité, c'est de dire on construit sur des cycles de 2 à 3 ans, on casse les cycles court-termistes d'1 an. L'idée c'est qu'on réfléchit à ce qui peut se faire dans 2 ans ou 3 ans. Décaler, donc c'est sortir du conventionnalisme, donc c'est essayer d'être dans une logique d'innovation, comprendre les tendances, essayer d'aller plus loin que ce qui existe actuellement, sortir un peu des sentiers battus. Business en second plan, l'argent c'est important, on en a tous besoin. Par contre l'idée c'est de dire c'est ne pas faire des entités purement commerciales. Donner avant de recevoir était dans la logique aussi de Gouvinfo, donc générer un livre, le donner, du contenu, le donner, et ça crée un modèle économique. Voilà, se faire plaisir, ça c'est important, et intelligemment qualitatif. Ce n'est pas de la flûte, c'est vraiment des fondamentaux qui vont faire partie, si la coopérative se monte, des statuts de l'entreprise que ça deviendra ensuite. Bon, mais ça c'est un autre sujet, on s'éloigne un peu de la gouvernance de l'information. Voilà, une communauté, j'en parle pas plus, il y a un réseau social, les groupes de travail qui ont construit le livre Océan Bleu donc, se sont appuyés là-dessus, les gens dialoguaient entre eux, on a pris des morceaux et c'est comme ça qu'on a construit notamment les débats. Qu'est-ce qui est en jeu? Donc ce slide est un petit peu un slide de consultant avec des grands termes, donc on va passer assez rapidement dessus, mais c'est important de le voir. Vous avez quatre aspects autour de l'information, vous avez des aspects à prendre en compte dans des réflexions. Donc, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte dans des réflexions que vous pouvez avoir autour de projets de gouvernance de l'information. On verra un petit peu, on va plonger petit à petit. Donc vous avez la notion, tout ce qui est technique. Okay, il y a les données non structurées, les données structurées, vous avez l'infrastructure, vous avez l'architecture autour de l'information, donc les choses qui sont un peu lourdes, les outils. Donc ça, c'est important. En face, vous avez tout ce qui est client et usager. Une entreprise, une organisation travaille pour une raison d'être, que sont des clients ou des usagers, avec la notion de concurrence et d'utilisateur qui est à prendre en compte. Okay, et puis vous avez deux ensembles qui sont donc celui qui est le plus facilement vu quand on parle de gouvernance de l'information, celui du risque, donc tout ce qui est réglementation et loi, donc la partie gestion de risque, les notions de sécurité, responsabilité sociétale des entreprises. Et de l'autre côté, on a la partie qualité, processus, normes et standards et innovation. L'information, elle est au centre de tout ça. Elle est pas, si jamais vous avez une réflexion et que vous ne regardez qu'une seule partie,
vous ratez énormément de choses. C'est un peu le message de ce slide. Voilà, c'est un peu le yin et yang. D'accord ? Il y a une partie offensive et une partie défensive. Un petit zoom sur l'aspect risque. Donc, je vous présente un Space Invader. Oui, on est un petit peu là, nous, petit bonhomme. Et puis, il y a un certain nombre de bulles. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif. Il y a des éléments autour de l'information qui sont très structurants. D'accord ? Le Patriot Act est très structurant. Si vous voulez, vous décidez d'héberger des données sur le sol des États-Unis, ça va poser un problème pour une entreprise française. Il faut l'intégrer dans la réflexion. Pareil, vous avez des notions de droit du sol. Vous avez des réglementations qui vous imposent, cette fois-ci, d'héberger les données sur le sol où elles ont été produites. Voilà. Alors, vous en avez un certain nombre. Vous avez des principes de précaution, vous avez les protections des données personnelles au niveau de la CNIL, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc ça, c'est aussi important. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a un système assez complexe de réglementation autour de l'information. Et que ça, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte. Tous les schémas, vous pouvez les retrouver un peu partout sur Internet, en fait. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez, par l'intermédiaire de la DBS, me demander, je vous enverrai les différents liens pour les trouver. Donc, la vue risque, et puis la vue valeur de l'information, c'est aussi important. Donc ça, c'est un escalier que vous devez connaître. Vous avez sur l'axe des ordonnées le type de traitement autour de l'information, donc un traitement machine, un traitement individu, une notion un peu binaire et puis une notion un peu plus systémique, plus complexe. La notion de complexité de gestion, faible et forte. Donc plus on va en haut à droite, plus ça devient difficile à gérer et plus complexe. Tout commence à partir de la donnée. Je ne vais pas vous raconter une histoire, mais presque. Cette donnée à laquelle on rajoute un contexte, donc une donnée par exemple 12 000, à laquelle on rajoute un contexte. Contexte, ça peut être euro, d'accord ? Tout comme ça peut être salaire ou facture. Donc ça donne un contenu. Ce contenu que l'on utilise devient une information. On se rapproche de l'information métier. D'accord ? Donc la gouvernance de l'information, elle est là. Cette information que l'on assimile devient de la connaissance. On est dans le domaine du savoir, et on arrive vers le savoir-faire. Cette connaissance que l'on applique à une situation donnée donne une compétence. D'accord ? Je ne parle pas de risque là. Oui ? En fait, la gouvernance de l'information regarde beaucoup le vert, mais elle balaye tout en fait. Elle rayonne sur tout. Mais l'objectif de la gouvernance de l'information, c'est de dire, OK, essayons de maîtriser les données et le contenu, parce que cette chaîne, si on a, pour être un peu, oui, on parlait de l'Internet des objets, pour être un peu provoque, si vous avez une donnée qui est pourrie, excusez-moi le terme, qui est de faible qualité, comment est-ce que vous voulez avoir des compétences derrière qui sont de forte qualité ? Si vous êtes des personnes qui travaillent sur l'information qui est peu fiable, vous allez mal travailler. Vous allez être sûrement très compétente ou compétent, mais vous allez mal travailler. D'accord ? C'est aussi binaire que ça. Mieux on gère l'information, plus derrière, il y a une chaîne qui va se décliner, qui va faire en sorte qu'on va être plus pertinent dans la manière dont on travaille. Mais ce n'est pas binaire. D'accord ? C'est systémique. C'est les fameux passages du 5% au 6%. Donc derrière, oui, on peut parler de knowledge management, on peut parler de record management, on peut parler de master data management, on peut parler de toute la famille des M&M's, là, des management quelque chose. Donc c'est inclus derrière. Donc là, on trouve les cercles vertueux des réseaux sociaux d'entreprise, avec l'objectif qui sont de travailler sur les contenus, sur l'information même, assimiler l'information comme étant une réponse à un métier. Vous posez la question à un métier, avec quelle information tu travailles ? Ok, qu'est-ce que tu fais pendant ta journée et quelle information tu utilises? Ce qui va sortir de sa bouche va être l'information. Voilà, pour faire un peu simpliste. J'ai parlé beaucoup d'informations. On a donné une petite définition au niveau de l'information. Donc là, je vous ai parlé de Gouvinfo 3 heures, je vais vous parler d'une secte maintenant. Non, je plaisante. Ça fait un peu secte, ça, non? Vous ne trouvez pas? Allez, pour être un petit peu plus sérieux, gouvernance 2, donc l'information. On peut parler de l'information engageante. D'accord? L'information qui peut être utilisée comme étant une preuve dans une situation donnée. On peut parler de l'information patrimoine. Donc l'information que l'on souhaite garder dans le temps parce qu'elle a une valeur pour l'organisation. Et dans le temps, ça peut être un an, comme ça peut être des siècles. Une centrale nucléaire, quand elle va être démantelée, les personnes qui vont faire défoncer un mur ou faire tomber un mur, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce mur. D'accord? Donc ça,
La mémoire collective, elle s'est un peu estompée depuis, donc c'est bien de s'appuyer sur quelque chose qui peut être un patrimoine. Vous avez l'information personnelle, on y est de plus en plus sensible aujourd'hui, étant donné qu'il y a de plus en plus d'environnements et d'outils qui gèrent l'information. L'information structurante. Pour gérer toutes ces informations, il faut arriver à la structurer, ce qu'on appelle les métadonnées, ce que l'on met dans les métadonnées. Donc des référentiels de données, des dictionnaires de données. Vous avez l'information sensible, une information qui, si elle sort de l'organisation, peut la mettre en péril. Okay. Et alors, c'est rigolo, parce qu'une information engageante peut être structurante, elle peut être du patrimoine, personnel, sensible, et puis une information patrimoine idem, donc tout se mélange. Ce n'est pas binaire, on n'est pas dans une logique analytique. En plus de ça, on peut rajouter une dimension de profondeur en disant que l'information a un cycle de vie. Elle peut être sensible à un moment donné, devenir engageante, ne plus l'être, mais devenir une information de type patrimoine. Donc autant dire que c'est un petit peu un sac de nœuds. Je ne sais pas comment le gars a fait ça, mais... Voilà, la gouvernance de l'information, elle voit ces informations. Elle ne va pas être que sur l'information engageante ou que sur l'information patrimoine. Derrière, il y a de l'archivage, il y a du record management et il y a de l'archivage. Elle ne va pas être que sur l'information personnelle, ni structurante, ni sensible, elle va être sur toutes ces informations. Ça ne veut pas dire qu'elle en est responsable, mais ça veut dire qu'elle est capable de comprendre l'ensemble de ces informations. La fameuse vue globale avec les îles. Simplement complexe. Donc vous retrouvez ces dessins dans le dossier de la DBS. Je ne vais pas zoomer dessus. C'est simplement pour vous dire, donc là, ça c'est la vue un petit peu de mon cabinet, c'est la vue, on va dire, de modélisation de la gouvernance de l'information que je donne. Vous avez un aspect organisation, donc tous les aspects organisationnels autour de l'information, on parle d'instance de gouvernance, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Vous avez les notions d'usage, l'utilisateur, qu'il faut intégrer dans la réflexion, et puis vous avez tout le cycle de vie de l'information. Donc on retrouve les aspects, les notions les strates entre guillemets de gouvernance, de management, de gestion, les référentiels, les politiques, les directives et le cadre de référence. Là, on est plus sur des offres de services. Voilà. Donc ça, vous le retrouverez dans le dossier. Alors, c'est qui? Qui est-ce qui connaît Doctor Who comme série? Il y a des gens bien ici. Bon, excusez-moi, c'était une petite boutade. Tout le monde est bien sûr. Alors, c'est qui la gouvernance de l'information? Je vous ai dit tout à l'heure sur la définition formelle que flux information était très très important. Vous savez, dans une organisation, il y a des flux financiers qui sont gérés par des directions financières. Il n'y a rien de transcendant. Vous avez des flux humains qui sont gérés par des directions des ressources humaines. Vous avez des flux matières logistiques qui sont en fonction des secteurs d'activité, qui sont gérés par des directions industrielles, de supply chain. Et puis vous avez au niveau du flux information, plein de personnes qui le gèrent. C'est un peu le bazar. Alors on va parler de la DSI. Vous pensez que la DSI gère l'information? Non, elle gère les outils, les moyens pour gérer l'information. Mais personne ne gère l'information. Il y a des personnes qui gèrent le KM, il y a le contrôle interne, il y a le juridique, il y a le département archivage, les CIL, les bibliothèques, les gestions de la sécurité, réputation, il y en a plein qui gèrent des morceaux de l'information. D'accord? C'est comme si on avait des personnes qui avaient des doigts coupés et chacun travaillait avec des doigts coupés. Donc la présentation au niveau du qui, quand on parle d'instance de gouvernance de l'information, c'est une personne qui est capable non pas de prendre la place des personnes qui existent, qui sont des experts, mais de donner un sens au travail qu'ils réalisent, de créer des ponts entre ces différents experts. C'est un rôle d'animateur. C'est un oubli malencontreux. Mais on pourrait le mettre, oui. Il y a, je crois, 270 métiers autour du document, mais oui, on pourrait les mettre. Je suis confus. Il y en a un autre qui a été étrange de ne pas voir là, parce que souvent il intervient, et par rapport au documentaliste, il intervient de manière conjointe, c'est la communication. On va parler dans le micro. Pardon. Oui.
Donc on me demandait pourquoi il n'y avait pas un faux doc. En fait, il est derrière les 3 petits points. Pirouette. Ok. Oui, mais là, derrière, il y a énormément de personnes qui travaillent autour de l'information. Alors, que fait cette entité? Donc on parle d'instance de gouvernance. Ça existe dans les entreprises. D'accord, bon, on en parlera par la suite après la présentation, mais ce sont des démarches qui existent. Ce ne sont pas des démarches qui sont complètes. Donc pareil, on n'est pas dans une logique binaire. Personne ne peut, humainement parlant, avoir la vue de 100% de l'information et des différents espaces d'expertise au sein d'une organisation. Mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc ça, c'est une vue du fonctionnement d'une instance de gouvernance. Donc on a cet animateur, on a l'exécutif. Donc j'ai mis une photo de dame, parce que je me suis dit c'est bien au niveau exécutif d'avoir des femmes, une fois de temps en temps, mais du coup je voulais faire bien, mais on m'a fait une critique en disant mais du coup vous la mettez tout en bas, donc vous allez voir pourquoi. Donc m'en veuillez pas, c'était pas... Donc vous avez l'exécutif, et l'exécutif derrière va se décliner sur un certain nombre, sur 2 ensembles autour de l'information. Ça c'est une vue gouvernance de l'information, autour de 2 ensembles, 2 systèmes. Un de ce que l'on appellera des fondamentaux. Donc des fondamentaux sont des référentiels, des dictionnaires, des règles, des chartes, des politiques. Une politique de conservation va se retrouver ici. Son référentiel de conservation associé va se retrouver ici. Une politique de gestion des données personnelles, idem, le référentiel pareil. Voilà, donc ça, ce sont les règles qui se trouvent dans l'entreprise. Des règles qui doivent être le plus large possible. Pas qu'une seule règle, mais un ensemble de règles. En face, on a donc le DSI. Alors, bon, j'ai utilisé volontairement DI, DSI, DMSI, direction de l'informatique, direction de l'infrastructure, on peut dire tout ce qu'on veut derrière le I, DSI, direction des systèmes d'information, et puis DMSI, c'était juste pour faire un clin d'œil, c'est direction marketing des systèmes d'information. Aujourd'hui, les DSI se remettent en question et sont en train d'essayer d'évoluer. Et la dimension marketing, elle prend beaucoup de l'ampleur. On va parler big data aussi. Donc la direction marketing prend un pouvoir qui est assez conséquent. Dans cet équilibre, on a un certain nombre d'acteurs autour de l'instance de gouvernance. Donc ce sont des acteurs autour des risques. Alors, ce n'est pas exhaustif, il en manque plein, pareil. Une démarche de gouvernance de l'information s'adapte à votre organisation. Il n'y a pas un modèle tout fait qu'on suit à la lettre. Il faut comprendre les grandes lignes et ensuite l'adapter en fonction de la situation, du niveau de maturité de vos utilisateurs, de votre hiérarchie, de votre environnement, et ainsi de suite. Donc vous avez un certain nombre d'acteurs, et ces acteurs sont entre guillemets à disposition, ils font partie de cette instance de gouvernance pour que l'animateur puisse les animer. Ça veut dire si vous réalisez une politique de conservation, vous avez besoin d'activer un certain nombre d'acteurs pour qu'ils vous fournissent des réponses lors de la réalisation de cette politique. Et c'est la même chose pour une politique au niveau de la sécurité de l'information, ou de la propriété industrielle, ou des données personnelles. Donc l'animateur n'est pas responsable de ces politiques, par contre il a un rôle transverse d'animation pour faire en sorte que l'ensemble de ces politiques soient cohérentes entre elles. Quand vous rentrerez dans votre entreprise demain, vous pouvez vous amuser à aller récupérer toutes les politiques qui existent et de les regarder les unes à côté des autres, toutes celles qui concernent l'information. Essayez de trouver la cohérence d'ensemble qu'il peut y avoir. Souvent, elles se contredisent. Il y en a une qui est complètement obsolète. Il y en a d'autres qui sont complètement illisibles. Donc, comment est-ce que vous voulez faire en sorte que des utilisateurs gèrent bien l'information s'il n'y a aucune règle ou des règles qui sont inapplicables? Donc ça, c'est un peu le travail de cette instance de gouvernance, de donner un sens aux règles qui peuvent exister. Et derrière, de les décliner à travers des offres de services. Donc si on a un petit peu le temps, on verra ce zoom sur la partie offre de services. Donc offre de service, ce qu'il faut voir, c'est qu'on prend les règles, on prend les outils, différents outils, on prend des services et on en fait des packages. Quand vous achetez un téléphone portable, vous n'achetez pas la puce, puis vous achetez la coquille, puis vous achetez la coque, pardon, puis vous achetez la plaque électronique, puis vous achetez l'assurance, puis vous achetez le manuel. Vous avez un package. Et quand vous l'utilisez, il vous propose un certain nombre de services. Il y a une assurance, il y a de l'aide, il y a du support. Donc c'est un petit peu ce que fait cette instance. Elle construit les offres de services ou elle influence pour que ces offres de services soient avec une vue globale et qu'elles intègrent des règles.
L'objectif, c'est quand un utilisateur a un besoin, c'est pas de lui dire « tiens, voilà un outil, je te donne un SharePoint ». Parce qu'avec SharePoint, on fait tout. C'est un outil magnifique, mais on fait aussi des choses pas bien du tout. Donc l'idée, c'est d'inclure des règles dans cet outil pour que l'utilisateur soit facilité dans son travail. Dans des grandes organisations, une personne ne peut pas tout faire. Donc l'objectif, c'est de s'appuyer sur des relais, donc des correspondants ou des instances qui ont la même organisation, le même mode de fonctionnement que cette instance, et qui se trouvent dans des filiales, dans des branches, dans des départements, et ainsi de suite. Le mot « instance de gouvernance de l'information » est juste visuel pour comprendre. Il faut le voir dans un mode visuel, ce n'est pas forcément ce qui se trouve dans la réalité. Vous pouvez avoir une entité d'information management qui fait ce genre de choses. Les fondamentaux, la partie à droite que vous avez vue, donc on a parlé de directives, de politique, de référentiel. Donc là, on zoome, et on était un petit peu stratosphérique. Donc on va commencer à poser doucement l'avion. Alors, vous avez un utilisateur, on revient toujours sur l'utilisateur. Cette information est-elle engageante? Ai-je le droit de la partager? Avec qui? Comment puis-je la retrouver? Et ainsi de suite. J'ai travaillé avec un client où toute l'information était confidentielle. Tout était confidentiel. Voilà. Donc du coup, c'est soit les utilisateurs restaient chez eux, ils ne travaillaient pas, soit ils enfreignaient les règles de sécurité, ce qu'ils faisaient allègrement, régulièrement, tous les jours. D'accord? Ce n'est pas binaire. Donc il se pose plein de questions, cet utilisateur. Nous sommes des utilisateurs. Et ce qui est de fantastique chez nous, c'est qu'on a une capacité à s'adapter qui est phénoménale. D'accord? Quand on nous met une contrainte, on trouve un moyen de la bypasser. Donc il faut l'intégrer, ça. On a une manière de travailler, on aime bien s'adapter. Et les nouvelles générations, c'est pire encore. Elles sont exceptionnellement bonnes là-dessus. D'un autre côté, donc là, je reprends un petit peu le clin d'œil que j'avais fait sur l'offre de service. On a l'ensemble, donc on a le cadre de référence, on a des politiques, des directives, on a un certain nombre d'éléments. Le cadre de référence, en fait, c'est la politique globale autour de la gouvernance de l'information. C'est ce qui donne une légitimité à l'instance de gouvernance. Donc, qui va définir ses rôles, qui va définir les grands principes qui vont pouvoir se décliner sur l'ensemble de l'information dans l'organisation. Voilà, donc tout ça se décline dans des outils et des services pour constituer des offres qui permettent de répondre à cet utilisateur et aux questions qui se posent. Ça ne sera jamais parfait. Mais l'idée, c'est d'être un peu mieux que ce qui existait hier. Au niveau des fondamentaux, donc on a voilà, quelques exemples de fondamentaux. C'est tout ce que vous pouvez avoir dans les mains qui est relatif à l'information. Des thésaurus, vous avez des plans de classement, vous avez des conventions de nommage, des politiques de sécurité, vous avez des indicateurs, vous avez des référentiels de données, vous avez des règles d'usage, énormément de choses. Et ça existe un petit peu partout. Donc les fondamentaux, c'est ça, et ça a de la valeur. Je zoome encore un petit peu. Donc des référentiels, je vous ai parlé de référentiels et de politique et de principes. Donc des référentiels, ça peut être des référentiels de géographie, ça peut être de la réglementation, ça peut être un référentiel client, fournisseur, au niveau des communautés. C'est tout ce qui permet en fait, là on est dans le monde de la donnée, principalement, d'où l'intérêt de relier le monde du document vers le monde de la donnée, parce que dans le monde de la donnée, il y a des référentiels qui valent de l'or pour vous. Enfin, si vous êtes dans le monde, dans la gestion documentaire, par exemple. Vous avez des principes, donc ça c'est le cadre de référence, autonomie locale, cohérence d'ensemble, lier les documents les uns aux autres, alors ça peut être d'autres, simplicité, complexité par couche, uniformité des concepts. Vous avez des catégories, donc on trouve dans des métadonnées pour organiser l'information. Voilà. Puis vous avez des règles qui définissent et qui expliquent. Ensuite, ça pareil, ce n'est pas parole d'évangile, ça dépend de votre organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez influencer sur une meilleure maîtrise de l'information, il faut qu'à un moment donné, vous fixiez des règles et des référentiels sur lesquels l'ensemble des outils ou des services vont pouvoir s'appuyer et que ce soit cohérent. Qui peut occuper cette fonction justement d'animateur, de constructeur de pont entre les silos vous avez parlé aussi d'influence. Donc dans l'entreprise, où il se situe et quel est son meilleur profil? L'instance de gouvernance telle qu'on la trouve, c'est une entité qui n'est pas la DSI, donc ça dans les tendances de ce qui apparaît, qui est raccrochée à une direction générale ou à un secrétariat général. Donc déjà, elle a un périmètre qui n'est pas technique, mais qui est large au niveau de l'entreprise, donc ça c'est important.
Ensuite, on retrouve plus des personnes qui viennent du monde du content, donc du document, donc qui sont dans un environnement déjà systémique, entre guillemets. Donc il y a peu de personnes qui sont dans le monde de la data, mais ça c'est en train de changer un petit peu. Donc des personnes qui sont habituées à brasser un certain volume d'informations et qui ont une vue plus large que simplement un domaine d'expertise. Ça veut dire qu'une personne qui a travaillé dans du record management, c'est un peu jeune encore en France, mais qui a travaillé dans l'archivage à valeur probant, on va dire, de façon un peu simpliste, hein, et qui derrière commence à s'ouvrir vers des espaces collaboratifs, hein, elle s'enrichit d'une deuxième compétence. La culture autour de l'archivage et la culture autour du collaboratif et de la gestion des communautés et de tout ce qui est échange et usage, elle est très différente. Donc ça veut dire que la personne commence à avoir une double compétence et ça devient, entre guillemets un polytechnicien de l'information. Donc pour répondre à votre question, une personne qui est capable d'avoir de multiples expertises, mais du coup qui va être moins en profondeur, mais qui va prendre plus de hauteur, donc sur des postes un peu plus exécutifs, peut répondre à ses besoins au niveau d'une instance de gouvernance. Une personne qui est proche des politiques, parce qu'un des rôles très importants d'une instance, c'est de porter des politiques. Ça veut dire qu'une des premières missions que l'organisation va lui demander, c'est faites en sorte que les politiques et directives associées puissent se décliner de façon correcte dans l'ensemble de l'organisation. Donc elle n'est pas que là pour faire de l'influence, mais elle est là pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient appliquées. Donc elle a des travaux qui sont un peu plus conséquents. Il peut y avoir une hiérarchie qui épaule, qui est un sponsor. Ça peut commencer sur un périmètre donné, donc ça peut être, je parlais souvent de politique de conservation, donc on peut commencer à travailler sur ce périmètre, hein, commencer à semer et influencer avec cette vue globale et petit à petit avancer. Donc aujourd'hui, alors il y a cette partie-là, il y a une autre partie, c'est que la direction peut être sensibilisée cette fois-ci et dit go pour qu'on enclenche une démarche de gouvernance de l'information. Donc dans ce cas-là, c'est une approche top-down et qui commence souvent par un cadre de référence. Donc un cadre de référence, c'est juste une sorte de lettre de mission qui va un peu plus profondément et qui donne une légitimité à un acteur pour commencer à travailler autour de l'information. Et derrière, on est sur des plans de transformation qui sont de 4-5 ans. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une démarche sur le long terme. Voilà, donc ça dépend des situations données, des personnes. Ce qui, je pense, est important, c'est la vision que peut avoir la personne. Ça veut dire si une personne travaille, je ne sais pas, en tant que documentaliste, ne comprend pas les réseaux sociaux, ne comprend pas le monde de la data, n'est pas vraiment persuadé au fait qu'il faut prendre de l'ampleur et regarder un peu large. Ce n'est pas la peine. Enfin, intellectuellement, la personne n'est pas porteuse de ce type de sujet. Par contre, si cette personne est curieuse intellectuellement, il y a des choses qui l'intéressent, elle se renseigne sur les nouveaux usages qui se trouvent sur Internet, elle fait de la veille pour elle-même, elle cherche à se confronter à des situations, elle va pouvoir travailler auprès du document et de la donnée. À ce moment-là, cette personne a une capacité et un potentiel pour commencer à rayonner de façon plus large. Donc ensuite, c'est les évolutions professionnelles. Bon, ça dépend des environnements, de la société, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Mais je pense qu'on est c'est une niche en fait, hein, tout ce qui est la notion d'instance de gouvernance de l'information et d'acteur qui peut influencer une organisation à mieux gérer son information, c'est une niche, c'est très peu de personnes. Mais ce qui est compliqué, c'est finalement de savoir si c'est une animation, un rôle d'animateur, ou alors en fait quelqu'un qui a quand même qui est nommé par l'exécutif, hein, au départ de la présentation on parlait d'exécutif donc et de gouvernail, donc j'ai du mal à situer finalement ce point de je dirais entre animation et gouvernance entre guillemets hiérarchie. Deux clients que j'ai, que je ne peux pas citer. Un premier n'avait aucune légitimité sur la gouvernance de l'information, mais il y avait un certain nombre de problématiques. Donc on a travaillé ensemble pour vendre le projet. Donc ça, c'est une approche consultant entre guillemets, mais cette personne n'avait pas de légitimité, elle a créé sa légitimité. Donc il y a des méthodes qu'on appelle par exemple des business cases, ce sont des méthodes assez classiques, où vous créez un projet et vous le valorisez auprès de votre hiérarchie. Vous dites, voilà, il y a 3 scénarios sur la situation que l'on a, voilà les possibilités, go, no go. Okay. Derrière, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Mais... Donc ce client a eu un go de sa direction, donc le COMEX a validé. Et aujourd'hui, on construit le cadre de référence qui va lui donner une légitimité au niveau de l'ensemble des métiers pour commencer à travailler sur les différentes politiques.
Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, les deux sont des grands groupes, plus dans le monde de l'industrie. Le second exemple, il y avait déjà une entité qui existait et qui travaillait autour des politiques. Donc qui avait progressé, qui avait fait un certain nombre de travaux. Donc qui portait notamment une politique de conservation. Est venu, donc ils ont travaillé aussi partiellement sur la politique de sécurité, et est venu un besoin au niveau de la direction concernant les données personnelles. Donc ils se sont retrouvés, bon an, mal an, avec 3 politiques à gérer. Alors ce n'est pas eux qui portaient ces politiques, mais ils étaient déjà positionnés en tant qu'animateurs. Ils pilotaient aussi des solutions techniques, donc ils étaient positionnés en tant que maîtrise d'ouvrage. Donc arrivé à un moment donné, cette année, ils sont passés, ils se sont nommés d'ailleurs gouvernance de l'information. Donc ils sont passés sur une entité qui pilote, qui anime autour de ces politiques, des offres de services, peut-être pas aussi évoluées que celles que je peux présenter, mais qui vont dans ce sens-là. C'est l'importance du contexte qui va définir beaucoup de choses, notamment en termes de vocabulaire et de priorité, bien sûr. Donc entre une grande entreprise des télécoms comme nous, ou industrielle tout court, et d'autres structures, la gouvernance va prendre différentes formes et différentes priorités. Donc en effet, l'importance de bien prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de modèle unique. Voilà. Et du coup, ça va de pair en effet avec le double rôle, hein, enfin la double casquette en effet à la fois de cette gouvernance qui est liée à une légitimité hiérarchique, comme positionnement très haut, nous convie en effet à Orange, et aussi un rôle d'animateur. Donc là par contre il y a un rôle transverse qui est extrêmement fondamental, sinon rien ne se fait. Et l'autre cas, tu l'as évoqué un peu en parlant du business case. Le business case, il ne faut pas le voir uniquement, il existe bien sûr en termes économiques, hein, mais en fonction d'un certain contexte, un décideur appuiera une décision uniquement sur un volet économique, mais 2 mois plus tard, il prendra plus en compte le facteur risque, et on sera plus dans les approches qualitatives. Donc l'importance du contexte fait que rien n'est figé. C'est extrêmement important. Il y a une manière de présenter un dossier ou un projet à une date donnée. 2 mois après, vous pourrez le présenter différemment et ça passera. Ça, c'est extrêmement important. Il faut être extrêmement caméléon. Voilà. Il y a la théorie des équilibres. Donc, vous savez, vous mettez un récipient avec de l'eau très chaude, un récipient avec de l'eau très froide, vous mettez un tuyau entre les deux et les deux eaux deviennent à une température plus ou moins égale, tiède. Avec votre hiérarchie, c'est la même chose. D'accord ? Vous êtes bouillant, vous êtes très chaud, vous y croyez à fond, votre hiérarchie, pas du tout. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Hein. Plus vous travaillez votre hiérarchie, le changement, c'est pas que des utilisateurs qu'on change, on se change nous-mêmes, hein, et puis on change aussi notre hiérarchie, et on change aussi notre équipe. Hein. Donc il y a des techniques de changement, il faut voir le changement comme étant un outil constructif pour évoluer. Donc plus vous travaillez votre hiérarchie, plus vous les sensibilisez, ça dépend de votre engagement, de votre ferveur dans le sujet, et plus quelque part, au bout d'un moment, votre hiérarchie va commencer à comprendre. Nos chefs ne sont pas des dieux, on est nous-mêmes chefs d'autres personnes, et on n'est pas parfait. Donc on a besoin aussi de mûrir. Est-ce que les anglo-saxons sont en avance dans cette démarche ? Alors, sur le terme Information Governance, je fais quelques petits clins d'œil dans le livre GouVinfo 2013 d'ailleurs. Ils sont plus en avance que nous sur le terme Information Governance qui s'appliquait à une époque sur le secteur de la santé. Parce que le secteur de la santé, il y a beaucoup de business derrière aux États-Unis. Donc, quand on parlait Information Governance, on regardait le secteur de la santé, la gestion du dossier patient et ainsi de suite. Donc, ce n'était pas vraiment la gouvernance de l'information, c'était la gouvernance de l'information concernant le secteur santé. Est venue ensuite toute la notion de risque. Donc ça marche très fort aux États-Unis, notamment tout ce qui va toucher la notion de risque, le e-discovery, le record management et ainsi de suite. Donc le terme Information Governance pour les anglo-saxons, c'est de la gestion de risque. Et ça ne fait qu'un an ou deux qui commence à ouvrir cette considération et intégrer la notion de valorisation de l'information. Donc le Gartner a commencé à en parler il y a 1 an et demi à peu près, AIM depuis un petit peu plus longtemps. Et donc aujourd'hui, il commence à avoir ce point de vue qui est de dire c'est pas que de la gestion de risque, l'information c'est un flux à part entière. Alors j'ai pas encore vu passer le mot flux d'information. Voilà, donc je pense sur ce type de considération, en France, on peut faire un peu cocorico. Oui, en fait, pour moi, l'information, ça ne concerne pas que les gens qui s'occupent de l'information, comme les documentalistes, quel que soit le nom qu'on leur donne. Ça concerne toute l'entreprise. Et donc ça veut dire pour moi que la gouvernance de l'information, comme il y a le mot gouvernance, elle devrait en fait fonctionner plutôt comme un steering committee, des gens qui appartiennent à l'entreprise et qui sont concernés par l'information et par les documents,
Et derrière, il y a un animateur ou une animatrice, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire en sorte de diffuser ce que la gouvernance a décidé, a mis en place et souhaite faire marcher dans l'entreprise en fait. Voilà, c'est juste un commentaire. Ce qui m'interroge, c'est pas parce qu'il m'interroge, mais ce que je pense aussi, c'est qu'il y a vraiment une question de volonté. On a parlé de sensibilisation de la hiérarchie, mais je crois que ça c'est fondamental, et vraiment de volonté politique. Enfin, j'ai assisté à la documentation à une conférence qui était gouvernance de l'information, et où effectivement, je crois que le nom projet d'entreprise a été prononcé. C'est-à-dire que je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que c'est, vous avez parlé de démarche top-down, effectivement, enfin, on peut imaginer que quelqu'un arrive à force de légitimité à faire son trou et à se faire reconnaître, mais je pense que quand même, il y a une question de volonté politique au départ. Et la volonté politique, comment on peut arriver à la susciter, enfin à la faire se construire. Pour moi, c'est vraiment une question qui est difficile. Et nous sommes dans la salle tous des professionnels de l'information. Quel peut être notre rôle? Parce qu'on voit bien les choses. Et je pense que parmi nous, beaucoup ont des idées de comment ça pourrait aller mieux. Mais comment, de notre place, on peut arriver à porter notre parole pour qu'elle soit entendue? Dans votre présentation, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette transversalité. J'ai bien aimé le steering committee qu'a soulevé la dame. Et pour répondre à ce qui vient d'être dit, pour comment motiver, j'ai quand même l'impression que dans beaucoup d'entreprises, on voit maintenant l'information. Bon, c'est un peu un retour de balancier. Il y a eu un moment où les gens de l'information n'avaient plus d'utilité, c'était facile, on tapait Google. Et aujourd'hui, on ressent quand même qu'ils commencent à voir l'information comme un gain de valeur possible, comme un facteur aidant pour l'innovation. Et je trouve que peut-être que notre but, c'est de ne plus montrer l'information comme un centre de coût, mais qu'on a un centre de profit et qu'on va pouvoir aider à faire gagner ces points de valeur qui sont là. Et je pense que ça, c'est un changement sur lequel il faut peut-être revenir. Comment tout ça s'articule avec les politiques qualité et la qualité dans l'entreprise? Parce que en fait, finalement, la politique qualité des entreprises depuis assez longtemps maintenant l'ont admise, l'ont intégrée dans leur process. La gestion de l'information, comment elle s'intègre, comment elle s'articule avec ça, comment elle rentre dedans ou pas. C'est un peu la même question pour la stratégie tout à l'heure, mais pour la qualité, c'est la même chose. Il faut se méfier un peu qualité, parce qu'à une époque, la qualité n'était pas très bien vue, ça a été bien vu, puis, enfin bon, donc faut se méfier, enfin, il y a qualité et qualité, mais si ce sont des personnes qui sont en charge de diffuser des bonnes pratiques au niveau des directions métiers, ce sont des personnes qui sont transverses et qui peuvent être de très bons correspondants ou alliés pour vous aider dans votre rayonnement. Quand on parle rayonnement, c'est un soleil qui rayonne, donc on est dans la logique d'influence. Si on prend un sujet et que quelque part on en parle, on rencontre des personnes, on effectue ce qu'on appelle du rayonnement. Donc, dans le cadre de rayonnement, il y a des relais. Quand vous voulez, mais ça c'est de la conduite au changement. Quand on a une politique, on parlait de politique de conservation et qu'on veut essayer de faire en sorte qu'elle soit mise en pratique ou que les gens l'appliquent, il ne suffit pas de mettre un truc sur l'intranet en disant voilà, c'est publié, tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi, c'est sûr, ça ne va absolument pas marcher. Donc c'est pareil avec un certain nombre de règles. Vous devez être calculateur dans la manière dont vous souhaitez influencer les personnes dans le sens constructif du terme. Donc ça répond un petit peu à la question que vous posiez, madame, comment peut-on faire? Je pense qu'il y a un effort à faire. Enfin, il faut déjà être persuadé que c'est un sujet qui est intéressant. Il faut estimer déjà en tant qu'individu que vous avez du potentiel et que vous pouvez vous amuser à le faire. Enfin, que voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez répondre à un certain nombre de problématiques. À partir de là, c'est un travail à faire. C'est comme suivre une formation. On fait un effort de sortir du monde professionnel pour aller suivre une formation. Là, on est un petit peu dans cette logique. Ce n'est pas un métier. Aujourd'hui, on travaille un petit peu avec une personne chez Total pour pousser et influencer un petit peu pour qu'une formation soit construite à ce niveau-là. Il y a plein de formations autour de l'information, plein de formations autour de l'information, mais il n'y a rien sur cette vue globale de l'information. Donc on forme des experts, on en a beaucoup, mais on forme personne qui soit capable à un niveau de polytechnicien de l'information, il y a un article aussi dans le livre là-dessus, et de personnes qui soient capables d'être des managers avec cette vue large et globale autour de l'information.
Donc c'est de l'influence que l'on fait. On va voir des universités qui nous disent est-ce qu'il y a du business derrière, même les universités, hein, que ce soit le privé ou le public, est-ce qu'il y a des sous derrière? Il n'y a pas de marché, on ne fait pas. Ce qui est normal. Donc c'est de l'effort, c'est des choses qui doivent se faire petit à petit, ça dépend si vous y croyez, si vous n'y croyez pas. C'est un marché, vous disiez, l'idée elle est sympa, ok, la mise en pratique, autre chose, tout à fait. On est en avance de phase sur le marché, ça veut dire pour l'instant, enfin il y a 2 ans, là il y a eu un bond de géant qui a été fait, entre les résultats qui sortaient il y a 2 ans et ce qui ressort maintenant, on est dans les curseurs, dans la zone verte, ça veut dire que les gens sont en train de dire « Ah oui, effectivement, il y a un intérêt ». Les personnes qui répondent à l'observatoire, il y a beaucoup d'exécutifs qui, il y a 1 an, disaient « bof bof », qui aujourd'hui disent « Ah oui, tiens, c'est un sujet ». Donc, ça avance petit à petit, mais on est sur un marché qui est en émergence. On n'est pas là en train de parler d'archivistes, hein, qui existent depuis la nuit des temps. On est là sur des nouveaux rôles qui peut-être dans 5 ou 6 ans ne seront pas ceux qui sont décrits ici, mais peut-être sous d'autres formes. Par rapport à la question de comment faire, on est quand même soumis donc toujours à ce contexte, mais à ce qu'on appelle nous des événements déclencheurs. C'est-à-dire qu'il y a un rôle d'effet de sensibilisation, comme on le dit, et il y a aussi l'événement déclencheur qui est complètement exogène, qu'on ne maîtrise pas, et qui fait que les femmes et les hommes en place vont s'apercevoir de l'intérêt de développer cette gouvernance. Aux USA, les avocats, les lawyers, jouent beaucoup au rôle de l'oiseau mauvais augure. Hein. Vous avez perdu tant d'argent parce que, voilà les risques que vous prenez parce que vous ne le faites pas. Après, c'est aux décideurs qui décident de prendre le risque ou pas. Mais l'événement déclencheur, la perte d'un procès, la visite par la PJ du bureau et mise sous séquestre d'un PDG, c'est un événement déclencheur qui, au-delà de l'impact économique, a un impact psychologique extrêmement important. Un exemple très concret, hein, mais voilà. Un autre aspect aussi en termes de, c'est vrai, des documentalistes et de toutes ces fonctions qui ont été mises à mal il y a un certain nombre d'années et qui finalement se repositionnent sur le sujet. Moi je le vis hein, avec mes équipes. On a un fort allié en ce moment avec nous. C'est pas le seul, hein, bien loin de là, puisque c'est extrêmement transversal comme approche. En fait, c'est la DSI. Il faut essayer de sortir du schéma opposition DSI et gestion des contenus. La DSI, hein, pour des organisations qui sont importantes, hein, là, dans un contexte de grosses structures, la DSI a un gros problème, c'est le stockage. Il y a quelques années, la DSI disait bah, on peut tout stocker, on n'a aucun problème technique. Il n'y a aucun problème technique pour le stockage, on est bien d'accord. Par contre, l'évolution exponentielle de la production des données est plus importante que la diminution des coûts de stockage. Tout simplement. C'est purement de l'opérationnel, on est dans du factuel au quotidien, et donc c'est ce phénomène de big data, hein, tout simplement. Et le problème, il n'est pas dans les bases de données, le problème c'est dans tout le reste, tout ce qu'on appelle les données non structurées. C'est le monde bureautique, le monde de l'image, le monde de la vidéo, où en fait la DSI ne sait plus faire. Économiquement, elle ne sait plus faire. Voilà, hein, c'est un autre exemple. Voilà. Et puis pour finir, en termes de relations avec les gens de la qualité, en effet, je rejoins les propos de Jean-Pascal, il y a aussi un événement qui s'est produit en termes de rapprochement des gens de la qualité, c'est dans le monde de la normalisation. Donc un petit monde, avec ce monde un peu bizarre de la normalisation. Il n'empêche que les nouvelles normes qui sont parues en 2011, qui ont été produites, qui donnent la succession au record management, à une nouvelle norme de ce qu'on appelle les 3300, 3301, sont des normes dites de haut niveau de système de gouvernance. C'est-à-dire que ce sont des normes qui viennent au même niveau que les normes qualité, par exemple en fait l'ISO 9000. Et la prochaine étape en fait de cette normalisation dans le monde de la gouvernance de l'information, c'est que le paragraphe de gestion documentaire, de maîtrise documentaire qu'utilisent les qualiticiens, puisque les gens de la qualité sont issus de là, hein, va évoluer pour faire référence aux nouvelles normes de la gestion de l'information. Voilà. Donc il y a cette interopérabilité, cette transversalité qui se construit petit à petit. Là, je vous parle d'horizon 2015-2020, bien sûr. Est-ce que le risque dans la gouvernance de l'information, c'est de pas ce que je retiens, c'est la transversalité, effectivement, puis la démarche utilisateur, ce qui devrait être totalement au centre de toutes les démarches, de toute façon. Mais est-ce que le risque, c'est pas de voir émerger des espèces de méga DSI qui traiteraient simplement la gouvernance de l'information comme avec le seul prisme de l'outil, finalement. Alors, on va mettre un outil pour faire de la gouvernance de l'information. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière de voir émerger ce genre de démarche anti-utilisateur? Oui, il y a un risque, hein. On l'a tous plus ou moins vécu. Aujourd'hui, les DSI sentent qu'il y a quelque chose
qui leur échappent, entre guillemets, quelque chose sur lesquels elles n'étaient pas forcément très bonnes auparavant, ou elles étaient bonnes, mais le marché a évolué, et elles doivent se remettre un petit peu en question là-dessus. Je pense que la DSI, elle a un rôle, elle a des missions, et la gouvernance de l'information est complémentaire à ces rôles et ces missions. Elle ne peut pas être juge et partie au niveau de l'information. Effectivement, ça veut venir une méga DSI qui va avoir une emprise au niveau de l'ensemble de l'organisation qui est, à mon avis, pas saine. Il va être juge et partie sur l'ensemble des éléments. On parlait, ça a été mis en place à une époque, je crois que c'est France Télécom qui avait commencé ça il y a une quinzaine d'années, hein, la logique de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Il y avait une règle là-dessus qui dit on ne peut pas être maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre dans la même entité. Bon, ça a beaucoup évolué, parce que bon, ça s'avère peut-être pas aussi exact aujourd'hui. Mais alors, dans le secteur finance, on parle beaucoup de transformation digitale et de transformation numérique. Il y a des nouveaux postes qui sont nommés, qui sont des responsables des données. Donc là, on est dans le monde de la donnée, on est dans le monde du marketing, avec une orientation content qui est un petit peu plus faible, mais qui va évoluer, qui est en train d'évoluer aussi. Et ces postes-là sont détachés de la DSI. Donc je pense que tout le monde se rend compte qu'on a beaucoup tapé sur le dos de la DSI, d'accord ? Elle a essayé de faire quand même cette direction des choses qui sont pas mal, et elle fait des choses qui sont bien. Maintenant, elle a un périmètre donné qui ne peut pas tout prendre en compte. Donc, quand on parle de big data, on parle de responsables autour des données avec une orientation du marché pour créer, donc dans le secteur banque, c'est un petit peu le cas, ils sont complètement en train de se transformer. Ils sont en train d'essayer de créer des services qui sont nouveaux, donc ils suppriment des agences pour certaines banques, et pour essayer de répondre à un marché qui est très volatile et qui bouge beaucoup. Et pour ça, ils sont obligés de ramener des compétences proches des entités marketing pour ensuite avoir plus de pertinence et d'agilité dans la compréhension de l'information du marché. Ce qui veut dire qu'on ne risque pas d'avoir, je pense, c'est très personnel, des méga entités DSI, mais on risque plutôt d'avoir des méga entités de marketing, et pas que pour ça. Donc voilà, il y a un risque, je pense qu'il y a des DSI qui ne sont pas prêts à grandir, il y a des entités qui vont peut-être se décorréler d'une entité de DSI traditionnelle. C'est assez complexe. On parle aussi du cloud, donc des entités de gestion des systèmes d'information qui ne sont pas encore prêtes à utiliser des services qui existent sur le marché pour construire leurs offres, donc qui sont un petit peu englués aussi de leur environnement d'infrastructure. C'est pas simple. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque, puisqu'une DSI elle comprend aujourd'hui qu'elle a besoin de se référer à une autre entité pour qu'elle puisse travailler correctement. Parce que qui dit gouvernement de l'information aussi dit finalement rassemblement de tous ces fragments d'information qui composent l'information d'une entreprise. Et tout le monde est tenant d'un certain type d'information, la documentation, la DSI, le service communication et finalement la gérance de l'information. Enfin, la gouvernance de l'information, c'est aussi le rapprochement de toutes ces entités. Donc ça veut dire une forme de lobbying. Je pense qu'il y a des domaines d'expertise aujourd'hui qui ont une vraie légitimité. Il ne faut, à mon avis, pas les rapprocher. Un service document, alors, le service documentaliste, je pense que c'est une entité qui est un petit peu secouée. Aujourd'hui, une entité de gestion d'information, peut-être moins. Un service d'archivage, peut-être moins. Bon, je ne sais pas, mais ces entités ont une raison d'être. Enfin, les fusionner, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, faciliter le travail de ces silos d'expertise, parce que les silos, c'est bien. Je veux dire, il y a des silos qui sont importants pour garder des épis de maïs, c'est quand même pas mal. On met des épis de maïs dans un silo et on les garde. Voilà, enfin, je plaisante, mais dans une organisation, il faut des silos, il faut qu'il y ait des experts. Il y a un risque autour de la gouvernance de l'information, on le dit dans le monde du conseil, un consultant qui sait tout, c'est grosso modo un ventre mou. C'est un généraliste qui ne sait rien. Donc, être très transverse, au bout d'un moment, ça délimite, on se dilue en termes d'expertise. Donc, les experts sont importants. La problématique de l'expert, c'est qu'il va à 500 mètres sous terre, voire plus, et il ne voit pas la lumière. Donc, comment est-ce qu'on peut lui donner du sens? Et une DSI fait partie de ça. C'est un ensemble d'expertise. Et lorsqu'on parle de data governance, donc de tout ce qui est données de référence avec derrière des solutions de type master data management, on a des populations au niveau de la DSI qui essayent de faire des choses superbes, d'avoir des référentiels de données au niveau de l'organisation et faire en sorte qu'il y ait une donnée unique pour tous les référentiels, grosso modo. Et ces populations souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les métiers.
Les métiers sont tous différents, ils ne sont pas forcément mûrs et prêts à écouter ce type de discours. Donc ils essayent de faire quelque chose de bien, ils n'y arrivent pas. Dans le cas où il y a une instance de gouvernance, ils ont un interlocuteur, donc une personne qui peut faciliter leur travail et faire des mises en relation avec les métiers, animer son travail d'animateur, pour faire en sorte que ce projet se décline. Et une instance qui connaît les référentiels, qui connaît les politiques, et donc qui, pareil, peut influencer positivement pour que le projet puisse se mener. Moi, il me semble qu'il serait assez intéressant de continuer comme un peu la réflexion sur je dirais, sur l'opposition entre animation, le rôle d'animateur, et puis donc quelqu'un qui effectivement qui s'occupe de gouvernance, qui essaye de sensibiliser à la gouvernance de l'information, et puis la volonté politique. Et là, je rejoins la question de Florent Schickel. Je pense qu'il y a quand même une question à se poser entre ce que peut faire un individu armé des meilleures intentions et de la meilleure capacité d'animation, d'influence, etc., et la volonté politique de l'entreprise. Je pense que c'est quand même une question à se poser de façon plus forte, parce que dans l'organisation, en tout cas, celle que j'ai connue et que je vois tous les jours, il me semble qu'on est encore quand même dans des questions bon, à partir du moment où derrière il y a des coups, hein, des questions de décision politique, hein, et de croyances, même au-delà des coups, encore de croyances de la direction. Et ça me paraît quand même assez difficile d'échapper à ça. Donc dans le mécanisme de construction de la gouvernance de l'information, il me semble qu'il faut prendre en compte quand même cette donnée-là. Et puis deuxièmement, je voudrais quand même aussi, il me semble intéressant de réfléchir à l'opposition entre transversalité et puis hiérarchie, parce que là encore, je trouve que l'organisation fonctionne comme beaucoup de façon hiérarchique, et je ne sais pas, c'est une question que je pose, hein, quel est le pouvoir, malgré les bonnes intentions, mais l'impact réel de quelqu'un qui a ce rôle d'animateur par rapport à une organisation fragmentée, complexe en matière d'information. Donc pour moi, il y a quand même cette question sur la décision et la hiérarchie qui me paraissent importantes. Comment, si vous arrivez en disant ben voilà quelles sont les règles que je préconise, ou voilà quels sont ce qu'il faudrait diffuser, si vous n'avez pas de pouvoir réel. Pour donner un élément de réponse, la pugnacité, je pense que c'est important. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut y croire, il faut avoir du potentiel, il faut avoir envie, faut être amoureux de l'information, mais dans sa vue d'ensemble. Donc il y a une certaine curiosité intellectuelle à avoir, et puis être tenace. Ça rejoint un petit peu ce que disait Arnaud, il faut revenir à la charge plusieurs fois. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde dans cette pièce va devenir un jour ou travailler dans une instance de gouvernance de l'information. Donc c'est juste une vue avec recul. La notion d'influence, elle est très très forte. On le voit avec des blogueurs. Donc moi, quand j'ai commencé à bloguer, je me faisais plaisir, ça me permettait d'apprendre à travailler mon orthographe, qui mérite encore beaucoup de travail. Et puis derrière, d'arriver un petit peu dans ce monde de blogueurs, et on s'aperçoit qu'un blogueur a une influence extrêmement forte. Ça veut dire que des messages que l'on envoie sur la toile, en se disant « ok, on raconte un peu sa vie, on donne des éléments de méthode », les gens les reprennent. Ça veut dire que les gens se laissent influencer. On est social à ce niveau-là. Donc on s'imprègne de ce que peuvent dire les autres. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Donc il ne faut pas sous-estimer la capacité d'influence. Et l'influence, elle se fait à plusieurs niveaux. Ça veut dire que vous pouvez influencer une grande organisation à vous tout seul. Alors il ne faut pas vous attendre de dire « je veux que tous les murs soient rouges » et que tous les murs soient rouges au bout d'un certain temps. Donc ça, ce n'est pas vraiment de l'influence. Mais sur des idées qui sont liées à l'information, à ce qu'on peut en faire, vous pouvez, une seule personne, il ne faut pas sous-estimer la force que chacun a en soi, entre guillemets, mais une seule personne peut faire mûrir d'autres personnes qui elles-mêmes vont faire mûrir d'autres personnes sur ces sujets. Alors ce n'est pas ça qui va faire que vous allez avoir une augmentation de salaire à la fin de l'année de 30%, mais c'est pour répondre un petit peu à votre question, on a chacun un pouvoir d'influence. Reste ensuite à voir si on en est persuadé ou si on a envie de faire son travail quotidien. Ça dépend comment on se positionne sur ce type de sujet. Aujourd'hui, un blogueur a plus de... On l'a vu avec des événements... on l'a vu.
Un blogueur a une capacité, et il y a eu des dérives d'ailleurs, mais une personne qui a une présence et une réputation sur la toile a une capacité d'influencer, mais la terre entière. D'accord ? Vous regardez avec Twitter des phénomènes un bon tweet bien placé, le mal que ça peut faire pour une entreprise. Donc si derrière un blogueur se met en place et commence à exprimer un certain nombre de sujets, il y a un impact derrière. C'est juste pour dire que la notion d'influence, elle a un poids. Mais elle a un poids aussi en entreprise. Vous disiez, on est dans des modèles hiérarchiques. Je pense qu'en France, on adore la hiérarchie. On est dans des systèmes assez élitistes, pyramidales, où on aime bien, voilà, il y a le chef du chef. Mais ça bouge beaucoup, ça bouge énormément, notamment avec les réseaux sociaux d'entreprise, où il y a d'autres modes de fonctionnement. Donc aujourd'hui, un réseau social d'entreprise, c'est ça. C'est je permets à monsieur tout le monde, qui avant était N-43, d'accord, de pouvoir s'exprimer et de dialoguer directement avec, je ne sais pas, un N-1. Si cette personne donne de bons messages, s'il est constructif, s'il est insistant, il peut influencer d'autres personnes. On est dans ce mode de fonctionnement. On n'est plus dans un fonctionnement hiérarchique. Alors bon, dans certaines entreprises, il y a peut-être encore pas mal de chemin à faire. Dans d'autres, il y en a qui sont un petit peu plus en avance là-dessus. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer la force que l'on peut avoir d'influencer d'autres personnes. L'influence n'est pas que négatif, ça peut être constructif. Vous adressez quand même un public de spécialistes de l'information, je crois, de documentalistes avec des casquettes variées et différentes. Dans votre présentation, on pourrait se demander quelle place vous laissez à nos types de compétences, enfin compétences ou connaissances, enfin en tout cas notre type d'activité, alors qu'un de nos rôles, c'est d'être déjà des passeurs, des gens qui valorisent l'information, qui sont au service des utilisateurs et tout ça. Et là, on sait bien que la force de l'exemple, voilà, c'est limite quand même. Et là, je rejoins complètement Florence Gicquel. Ça doit venir aussi d'en haut. Et est-ce que ce n'est pas les dirigeants qu'il faut sensibiliser à cette valeur de l'information et tout ça? Parce qu'ils vont les découvrir tout d'un coup. Nous, on a un exemple. Moi, j'ai un exemple. Par le biais de la certification des comptes, oui, il faut tracer les informations. Ah, oui, qu'est-ce que vous avez fait? Eux, ils fonctionnent, c'est les individus aussi, tous ces dirigeants, ils fonctionnent tout seuls, ils ont leur iPhone, leur tablette, leur machin, ils reçoivent leur mail, ils sont contents. Tout d'un coup, ils découvrent que, mais l'entreprise entière ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, enfin, je trouve que la présentation est un peu frustrante, en tout cas, pour des gens dont c'est le métier, et nous, sans parler d'être à une place hiérarchique et être le gouverneur de l'information au sein de l'entreprise, c'est pas forcément ça qui est intéressant. C'est que nos métiers, nos compétences fait qu'on pourrait être des acteurs de ça. Et je trouve que ça ne ressort pas. Alors, je ne souhaite justement pas, alors je ne pense pas que je le ferai, je ne souhaite pas. Je vais essayer d'adapter peut-être avec ce que je connais de vos métiers, mais je ne souhaite pas adapter la présentation à votre situation. Il y a une bonne raison pour ça. Mais je comprends ce que vous dites, je comprends le... Sans aller jusqu'à adapter, mais moi je trouve ça quand même symptomatique que dans les acteurs, là, à un moment, là, dans un des tableaux, il n'y a même pas la fonction infodome. Ça vous a frustré, ça? Ça montre bien qu'on part de... Oui, mais quand même. Non, je trouve ça symptomatique et c'est à l'image de ce qu'on peut voir dans certaines entreprises. C'est tout. Vrai. Alors, et on voit que le chemin est très long à parcourir. Oui, la fonction documentaliste, elle est mise à mal, mais j'irai même plus loin. Beaucoup d'entreprises, j'ai des clients ou des personnes qui travaillent en entreprise qui me disent « on ne voit pas à quoi ça sert ». Mais ça, je pense que vous êtes les premières au courant. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Ça, je n'ai pas apporté de jugement là-dessus. Je ne connais pas le métier. Vous le connaissez 100 fois mieux que moi. C'est un métier qui a des origines, qui a beaucoup de valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de compétences et de force derrière. C'est très loin de la gouvernance de l'information. Il y a un lien avec la gouvernance de l'information. C'est, je ne sais plus, une personne disait ou c'est Anne-Marie, tu disais quel doit être le profil de la personne qui peut faire ce genre de choses. Quand vous êtes dans une situation où vous connaissez la valeur de l'information, vous êtes pour moi, une personne dans les bibliothèques ou documentaliste, c'est une personne qui aime son travail, qui a son cœur dans l'information. Ça veut dire que c'est une personne qui a ça de plus,
qu'elle comprend ce qu'il y a derrière. D'accord ? Donc elle est dans cette logique systémique et elle a une maîtrise de ce qu'il peut y avoir derrière. Elle connaît les métadonnées, elle sait comment organiser les choses, donc elle a beaucoup de valeur. Par contre, cette personne, elle s'est enfermée quelque part, certaines, beaucoup, dans un mode de fonctionnement et dans un train-train quotidien, je parle vraiment très crûment, qui fait que derrière, derrière, il y a un marché qui a évolué. Donc c'est pour ça que je disais, je ne veux pas l'adapter trop, cette présentation, et qui fait qu'autour de l'information, il y a un potentiel à exploiter si on rajoute d'autres éléments d'expertise à cette expertise auprès des documents. Ça veut dire qu'une personne qui travaille, documentaliste, qui s'est ouvert à la veille, qui derrière s'est ouvert au monde de la communauté, des réseaux sociaux d'entreprise, qui derrière s'est ouvert au record management. Je crois que c'est les sujets qui sortent dans vos populations, et qui commence à s'ouvrir à cet ensemble d'éléments. Elle construit, et on n'aura pas le temps de faire une transition, mais je souhaitais vous parler de Maria Montessori, mais elle remplit des petites cuves qui vont derrière permettre de franchir un palier. Professionnellement, quand vous allez dans le cadre d'un recrutement, on va vous dire « Ok, montrez-moi votre CV, ce que vous savez faire ». Si vous développez le nombre de compétences et qu'il y a une cohérence d'ensemble, vous êtes plus employable qu'une autre personne qui est restée dans un silo et qui a juste une expertise qui est sur un métier qui est mis à mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ose espérer que vous adressez, là ça fait une image super ringarde de ce qu'est notre activité. Enfin, je pense que normalement c'est contre ça que milite la DBS. Cette image ringarde. Moi je trouve que je suis pas à DBS. Mais non, moi je trouve que la présentation était intéressante parce que justement ça montrait la gouvernance de l'information dans l'entreprise et non pas juste dans notre petit silo à nous. Par contre, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les dirigeants à ce que c'est que la gouvernance de l'information, parce qu'ils ne le savent pas, parce que c'est quelque chose qui se fait chez les documentalistes, ils ne voient pas bien ce que c'est, même si ça sert à quelque chose, bon, sauf si on leur prouve par le risque encouru. Par contre, je pense que le rôle de la DBS, c'est au niveau de toutes les formations un peu de top niveau, d'aller faire de la sensibilisation à qu'est-ce que l'information et à la nécessité de ce type d'instance. Et là, je pense que c'est vraiment le rôle de la DBS d'aller sensibiliser nos futurs dirigeants pour qu'ils en aient déjà au moins entendu parler une fois. Je ne sais plus, il doit y avoir 2 ou 3 slides sur la partie changement. Donc l'autre, c'est l'offre de service et comment se rapprocher des utilisateurs. Maria Montessori, vous connaissez ? C'est embêtant, en général, les gens ne connaissent pas, donc je peux parler un peu plus, mais bon, on doit la faire courte. Oui, alors j'ai un ami d'une institutrice qui m'a dit c'est nul Montessori, il faut voir telle autre personne. Enfin, bon. Ce que j'aime bien, donc c'est cette chercheuse italienne du début du siècle. La seule chose que j'aime bien, c'est qu'elle décrit le mode d'apprentissage d'un enfant par sa capacité d'absorption. C'est une éponge. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, assez sympathique. Et l'autre chose sympathique, c'est qu'elle dit que l'enfant avance par palier. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Le reste, il y a plein d'autres trucs qui sont sympas, mais et ce mode de fonctionnement, je l'ai remarqué, donc nous sommes toujours des enfants. Donc on a toujours ce mode de fonctionnement. On avance par palier, par à-coup. Et donc sur des consultants avec qui je travaillais sur certaines missions dans mes vies antérieures, donc qui étaient des juniors, on allait sur des missions un peu complexes et je leur disais, ils ne comprenaient rien. Je leur dis, pas grave, juste t'absorbes, tu lis, t'écoutes tout, tu comprends rien et au bout d'un moment ça va venir. Donc c'est un déclic. Un de mes enfants est en CP, c'est pareil. On les embête avec des trucs de lecture, de GAFI, de je ne sais trop quoi. Il n'arrive pas à lire et puis tout d'un coup, poum, il arrive à lire. Donc on fonctionne par palier. On parlait d'influence. La capacité d'influence en fait que l'on va provoquer des paliers, que ce soit vers l'exécutif, vers le management ou vers ses pairs. D'accord ? Donc là, le message qu'il y avait derrière en termes de changement, il faut le comprendre. On est souvent habitué à des conduites au changement. Dans un projet d'ECM, on va mettre un stream, conduite au changement. Il y a un consultant qui va arriver et qui va dire « je suis monsieur conduite au changement », qui va faire une méthodologie à la mort le moins le nœud. Et puis derrière, le changement, ça sera j'envoie des petits mails et puis je dis voilà, il faut changer. Okay, ce n'est pas de la conduite au changement. Une stratégie de changement, ça inclut quelque part que l'on va semer des graines là où il faut les semer pour qu'il y ait un franchissement de palier. C'est de la manipulation quelque part, constructive, mais ça reste de la manipulation. Donc c'est ce que j'aime bien un petit peu chez Maria Montessori. Je le vois à travers les résultats de l'observatoire sur un an, de voir comment les personnes
ont changé, puisqu'il y a des personnes qui répondent au même questionnaire et qui ont évolué au niveau de leurs réponses. Ensuite, il y a un autre élément qui est un petit peu provocateur, donc pareil dans la dimension changement. Donc ça, c'est un cycle de changement qui est assez traditionnel. À une époque, et ça peut concerner d'ailleurs les documentalistes, à une époque, donc dans l'histoire, vous avez un dauphin, la vie est belle, le monde est sympa, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, à un moment donné, il y a une décision, il y a quelque chose qui change. Donc on a un peu peur, on a une petite crainte qui est assez faible. Ensuite, on est un tout petit peu euphorique, on dit tiens, il y a de nouvelles opportunités. Et puis ensuite, c'est la phase de destruction. D'accord ? On est complètement remis en cause pour des choses que l'on pensait être vraies. La Terre était plate hier, on nous dit que la Terre est ronde, c'est abominable. D'accord ? Et ça fait très mal. C'est une phase de destruction mentale dans laquelle on passe. C'est obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout détruire. Ça veut dire, et le mot destruction est utilisé volontairement pour provoquer, d'accord ? Je fais une action de changement. Donc pour dire qu'il y a un état où on se remet en question et les choses que l'on croyait vraies ne sont plus du tout vraies. Il faut l'accepter. Si on n'accepte pas cet état de destruction, eh bien le requin, il va se régaler. Ça, c'est un premier message, un peu naïf, excusez-moi. Le deuxième message, c'est que quand vous êtes responsable de la conduite au changement, cette phase de destruction, il faut l'accompagner. Il ne faut pas laisser les gens se détruire. D'accord ? On sape dans la mise en place d'une plateforme ECM, je prends cet exemple, on va remettre en question des modes de fonctionnement. Il ne faut pas laisser les gens dans le flou et les laisser penser qu'on va les virer, qu'ils ne vont plus rien avoir à faire, etc., etc. Il faut les accompagner pour qu'ils passent dans une phase de reconstruction. Ensuite, il y a un palier, un avancement futur, etc. Voilà. Donc le message derrière ce slide, c'est accepter que derrière un changement, il y a une destruction. Et on peut le voir sous une autre forme. Des fois, il faut venir détruire quelque chose pour provoquer un changement. Donc ça fait une transition. C'est un peu violent comme terme, mais voilà, on peut utiliser ensuite des termes un peu plus sexy. Donc la partie destruction, je vous demande de vous lever tous et je vais vous mettre des petits cubes en métal sur la chaise et je vais vous demander de vous rasseoir et vous allez être super inconfortable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester inconfortable sur le cube en métal qui vous fait mal aux fesses? Non. Vous allez vous adapter. D'accord? Il y en a qui vont prendre le cube, qui vont le poser sur la table, il y en a d'autres qui vont changer de place. C'est un peu basique, c'est simplement pour dire que quand vous avez un inconfort, je sais l'exemple, il est un peu comique. Quand vous avez un inconfort, ça vous crée une insatisfaction. Donc c'est la règle des 3 I. L'insatisfaction va vous pousser à avoir des initiatives pour retrouver un autre état de confort. Dans la conduite au changement, c'est pareil. D'accord? Des fois, c'est bien de créer un inconfort pour que les personnes prennent des initiatives et s'adaptent. On peut le voir dans un autre sens, c'est que si, par exemple, on parlait des outils, vous donnez un outil qui est complètement mauvais à un utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un inconfort, il n'est pas content, donc en plus de râler, il va trouver des astuces pour bypasser l'outil. D'accord? Il va faire des bêtises. On est humain, on cherche quelque part, en plus on est latin en France, donc on adore enfreindre les règles et passer outre, etc. Et essayer de trouver des astuces pour se sortir d'une situation donnée. On avait aussi l'exemple, Arnaud, que vous citiez au niveau des risques, brandir une épée de Damoclès au niveau des dirigeants en leur disant attention, vous ne vous rendez pas compte là, mais si jamais vous êtes pris là-dessus, c'est votre tête qui tombe. D'accord? Ça crée un certain inconfort, qui crée une insatisfaction, qui crée une initiative. Donc ça, simplement, bon, c'est un peu trivial, mais il n'y a pas besoin de chercher des choses ultra compliquées pour amorcer des changements et pour quelque part partir dans des projets de ce type. Ça, c'est applicable à n'importe quoi. Voilà. Je crois que la gouvernance de l'information, c'est aussi, c'est pas seulement un concept, c'est une démarche, c'est beaucoup de questions aussi. Et ben, merci à Arnaud Jules pour les éclairages qu'il a pu apporter. Merci à la salle pour vos remarques extrêmement pertinentes. Merci de votre fidélité au rendez-vous de la DBS. Rendez-vous donc au prochain 5 à 7, en juin prochain.